Il était mauvais. C'était un psychopathe et il terrorisait tout le monde. Joey Gallo était guidé par la haine et la soif de pouvoir. Il aimait faire croire aux gens qu'il était cinglé. Joey aimait être sous les feux des projecteurs. Vous avez bien un père et une mère. Je préfère m'abstenir de répondre car j'ai le sentiment profond que ma réponse pourrait me porter préjudice. Pour Joey, peu importait qui dirigeait l'organisation. Il ne voulait pas de patron, il voulait être le patron. Joey Gallo s'est toujours dit que quitte à mourir, autant mourir sous le feu des balles. New York, 28 juin 1971. À Columbus Circle, à la lisière de Central Park, une joyeuse foule s'est rassemblée pour une sorte de fête nationale. Il s'agit en fait du mouvement de la Ligue italo-américaine des droits civiques. Censé lutter contre l'image négative des mafieux italiens, ce rassemblement est en fait dirigé par un parrain de la mafia, Joe Colombo. Tandis qu'il s'avance pour prendre la parole, des coups de feu retentissent. Colombo s'effondre. Il y a eu des cris, des hurlements, des bagarres qui partaient dans tous les sens. La situation était incontrôlable. La police arrête le tireur, un jeune Afro-Américain qui s'est présenté comme un photographe. Un des gardes du corps de Colombo veut venger son patron et le tue. Tous ceux qui connaissent la mafia new-yorkaise de l'époque savent qui est derrière ça. Tous les regards se sont immédiatement tournés vers Joey Gallo. En descendant Colombo comme ça, il envoyait un message clair à tout le monde. Je suis Joey Gallo, et maintenant c'est moi le patron. Brooklyn, 1929. Joey Gallo naît à une époque sombre, dans un quartier difficile de New York. Dès son plus jeune âge, Joey est indépendant, voire même rebelle. Il déteste ses cheveux blonds et frisés, et à 4 ans, il décide d'y remédier. Le petit Joey Gallo emprunte le rasoir de son père et coupe toutes ses boucles. Cette détermination ne le quittera jamais. Joey était rebelle. Il était contre l'ordre établi. Pendant la Grande Dépression, Red Hook, à Brooklyn, est l'un des quartiers les plus sinistres de New York. Ce quartier baigne dans la grisaille. Il s'étend jusqu'au Gowanus Canal, qui, à l'époque de l'enfance de Joey, recevait toutes les déjections humaines, les ordures. Et Joey, comme beaucoup de ses camarades, s'y est sûrement baigné. Le père de Joey, Umberto Gallo, est un trafiquant raté, un escroc à la petite semaine. Mais il a de grands projets pour ses 3 fils. D'après une source du FBI, le père Gallo a éduqué ses fils comme de futurs truands et tueurs. Les garçons apprennent à se débrouiller dans la vie, quitte à éliminer la concurrence par tous les moyens. Dans le quartier de Red Hook, le crime règne en maître. Le mafieux de légende, Al Capone, lui aussi natif de Brooklyn, a fait ses armes ici, sur le front de mer. Mais c'est Albert Anastasia, originaire de Red Hook même, qui inspire les frères Gallo. Anastasia était à la tête de Murder Incorporated, l'impitoyable bras armé de la mafia. Quand on est élevé dans l'optique d'intégrer la mafia, Albert Anastasia est certainement le modèle à suivre. Alors comment ressembler à Anastasia? En commençant par faire le sale boulot de la mafia. À l'adolescence, Joey fait sa première incursion dans le monde du crime. Il devient avec son frère Larry, recouvreur de dettes de jeu et homme de main pour la famille Profaci. Sa mission est simple, collecter de l'argent chez les joueurs de Red Hook qui ont contracté une dette auprès des Profaci. S'ils refusent de payer, Joey les frappe sans scrupule. Adolescent, Joey the Blonde n'est pas grand pour un homme de main. Il mesure 1,67 m pour 65 kg. Mais ce qui lui manque en centimètres, il le compense en agressivité.
Il cognait les gens avec une grande férocité. C'était un psychopathe. Il avait de la haine dans le regard. Ses victimes étaient prises de court, parce qu'il n'était pas grand, mais il frappait avec une violence extrême. Joey apprend son métier de mafieux sur le tas et grimpe rapidement les échelons. Il commence à travailler pour les usuriers et dans le racket à la protection. À l'époque, on se formait aux côtés d'un truand qui avait son propre territoire. Il vous disait « Ce type ne me paie rien pour sa protection. Va t'occuper de son cas. » Tandis qu'il essaie de se faire un nom comme homme de main, Joey s'inspire autant des gangsters du grand écran que de ceux de Red Hook. Il était fan de films de série B. Il adorait voir des petites frappes à l'écran jouées par Jimmy Cagney, par exemple. Mais il avait une préférence pour le personnage de Tommy Udo, incarné par Richard Widmark. Tommy Udo est un gangster violent et psychopathe dans le film Le Carrefour de la Mort, sorti en 1947. En voyant le film à la fin de son adolescence, Joey se dit qu'il peut être ce personnage dans la vie. Tommy Udo ressemble beaucoup à Joey. Quand il l'a vu à l'écran, il s'est dit « Je peux être comme lui ». Il s'est donc mis à cultiver ce personnage de cinglé pour faire peur à ses victimes. Joey commence à s'habiller comme le personnage de Widmark. Costume sombre, chemise sombre et cravate blanche. Et quand, en 1950, il se fait arrêter pour une affaire de cambriolage à 2 mois de ses 21 ans, il en profite pour rôder son personnage de Crazy Joe. Lors de la lecture de son acte d'accusation, il semble si indifférent que le juge pense qu'il a un problème. Le juge a regardé ce gamin et il s'est demandé s'il avait les facultés mentales pour comprendre ce qui lui était reproché. Joey a donc été envoyé dans l'unité psy de la prison de Kings County. Et c'est là que son surnom de Crazy Joe lui est venu. Joey dupe les psychologues pendant un temps, mais finit par plaider coupable de violation de domicile. Son surnom lui est resté. Joey se sert de sa réputation de fou, ainsi que de ses frères Larry et Albert, pour asseoir son rôle d'homme de main violent. Les galops de Red Hook attirent vite l'attention du parrain, Joseph Profaci. De petit homme de main qui bouscule les mauvais payeurs, il est devenu tueur à gages capable d'éliminer les gêneurs. Personne ne sait quand Joey Gallo a tué pour la première fois. Mais d'après la police, il aurait commis au moins 15 assassinats dans les années 50 au nom de la famille Profaci. En octobre 1957, une affaire très médiatisée permet à Joey de se faire connaître auprès des grands. La victime, Albert Anastasia, le chef de Murder Incorporated. Albert Anastasia est entré chez le barbier de Park Sheridan. Joe, le barbier, a placé le coupe-chou à hauteur de sa joue. Et là, 2 gangsters ont débarqué, avec des chapeaux et des bandanas sur le visage. Ils ont ouvert le feu, ils ont littéralement projeté Anastasia hors de sa chaise. Les tueurs tirent 10 balles dans le corps d'Anastasia avant de quitter les lieux. La police ne parvient pas à relier les frères Gallo à ce meurtre, mais la rumeur le leur attribue. Joey accepte volontiers cette responsabilité et exige qu'on les surnomme, lui et 4 de ses comparses de Red Hook, le quintet du barbier. Ils se délectaient de cette rumeur. Ce sont les Gallo. Ce sont eux qui ont descendu Albert Anastasia. Ils n'allaient pas la contredire. Joey Gallo a fait son chemin depuis les vols à la petite semaine de Red Hook. C'est désormais un exécuteur des basses œuvres de la mafia. Mais ce rôle ne le satisfait pas pleinement. Il lorgne le fauteuil de Joe Profaci. Joey voulait être calife à la place du calife. Il ne voulait recevoir d'ordre de personne. En 1957, Joey Gallo, 28 ans, est bien loin de son enfance difficile dans les rues de Red Hook, à Brooklyn. C'est désormais un gros bras haut placé dans la famille Profaci qui assume le meurtre d'un membre clé de la mafia, Albert Anastasia. C'était bon pour son image. Il avait marqué un point. C'est un dur. C'est lui qui a descendu Albert Anastasia. Joey est content de se faire un nom dans l'une des plus grosses familles mafieuses du New York. Ça lui plaisait d'être un affranchi. Il aimait cette notoriété, il aimait qu'on l'admire. De même que sa réputation, ce sont ses activités criminelles qui s'étendent.
à tel point qu'elles finissent par attirer l'attention d'un observateur indésirable, les autorités fédérales. Joey et son frère Larry se sont fait la main sur de petits rackets sans envergure à Red Hook. Du recouvrement, de la protection forcée sur les commerçants du coin, de l'usure. À la fin des années 50, ils sont à la tête d'une petite affaire prospère et légale en apparence, la Direct Vending Machine Company. Légale sur le papier, il s'agit en fait d'une façade pour leurs rackets très lucratifs sur les jukebox. Ils allaient dans un bar en disant « On veut que tu utilises notre jukebox ». L'autre faisait « J'en ai pas besoin. Tu prends notre jukebox ou tu travailles à l'hôpital ». La violence des galops et leurs juteuses activités mafieuses font l'objet d'une enquête fédérale. En février 1959, une commission sénatoriale entame des auditions portant sur l'omniprésence de la mafia dans des secteurs d'activité tels que la collecte d'ordures, les distributeurs automatiques et les jukebox. Un nom revient régulièrement, celui des galops. Le sénateur John McClellan, son premier conseiller Robert Kennedy et son frère John F. Kennedy, alors sénateur, citent les galops à comparaître. Lors de sa première rencontre avec Robert Kennedy, Joey fait le mariole. Joey est entré dans le bureau de Robert Kennedy, il a dit « Sympa la moquette, gars. On pourrait y faire un craps. » Joey était habillé comme un gangster de série B, d'après ce qu'a dit Robert Kennedy. Kennedy est à la fois dégoûté et fasciné par Joey Gallo. Lors des auditions retransmises en direct à la télévision, l'opinion publique peut pour la première fois pénétrer le monde occulte des frères Gallo. Joey Gallo a fait son entrée en se pavanant devant la commission sénatoriale dans son costume noir, sa chemise noire, ses lunettes noires et sa chevalière au petit doigt. Si on avait voulu trouver un type avec écrit sur le visage « Je suis un mafieux », on aurait pris Joey Gallo. Ce sont les premiers pas télévisés de Joey Gallo, et pour l'occasion, il fait de son mieux pour incarner Crazy Joe devant les caméras. Vous avez bien un père et une mère. Je préfère m'abstenir de répondre car j'ai le sentiment profond que ma réponse pourrait me porter préjudice. Il fumait tranquillement ses cigarettes tout en invoquant le 5e amendement. Il jouait son rôle de Joey Gallo. Il jouait pour les caméras, pas pour Robert Kennedy. Il nous joue les Sopranos, le parrain, tout ce que vous voulez. C'était lui le visage du crime organisé. Et il terrorisait tout le monde. Joey Gallo se délecte de cette publicité nationale. Les frères Gallo se sentent invincibles. Ils sont rentrés chez eux comme des caïds. Pourquoi accorder de l'importance à ces sénateurs? À leur retour à New York, auréolés de gloire, les Gallo se voient confier une nouvelle mission d'importance par leur patron Joe Profaci, éliminer une vieille connaissance. Les Gallo connaissent Frankie Shots Abate-Marco, 62 ans, depuis des années. Mais Profaci leur promet une part du business de racket de Frankie s'élevant à 2,5 millions de dollars. Les Gallo s'exécutent. Le 4 novembre 1959, deux hommes masqués de bandanas rouges font irruption dans un bar de Brooklyn et tirent à 4 reprises sur Frankie Shots. Comme pour Albert Anastasia, personne n'est poursuivi pour le meurtre, mais tous les membres de la famille Profaci savent qui en sont les auteurs. Mais au lieu de récompenser les Gallo, Profaci les double. Joey et Larry ne verront pas le moindre cent de l'affaire de racket de Frankie Shots. Malheureusement pour eux, les Gallo étaient des associés de Joseph Profaci, qui était près de ses sous comme pas deux. Il était extrêmement radin. Et il n'avait aucune intention de remercier les Gallo pour le petit service rendu. Joey Gallo est hors de lui, et il n'est pas le seul au sein du clan Profaci. Ils trouvaient qu'ils étaient traités comme des moins que rien. Le boss n'avait pas tenu parole. Ils méritaient leur argent. Et ça les a mis en colère. Les soldats de Profaci ont toujours travaillé pour un salaire de misère. Joe Profaci est de la vieille école. Bien après l'abandon de cette pratique par la plupart des parrains, il exige encore le paiement mensuel de 25 $ par chacun de ses 200 subalternes, en plus de sa part de racket.
Pour Joey et ses collègues de Red Hook, Joe Profaci est trop gourmand. Le parrain se taillait une trop grosse part du gâteau, et ça se ressentait dans tout son clan. En refusant de rétribuer les galops pour le meurtre de Frankie Shotz, Profaci est allé trop loin. Après le meurtre de Frankie Shotz, une partie de la famille se retourne contre le parrain. Joey Gallo et ses frères persuadent 100 autres soldats de rejoindre leur combat contre Joe Profaci. Les frères Gallo étaient les instigateurs de ce qui allait devenir une longue guerre sanglante au sein de la mafia. Les frères sont bien décidés à réclamer leur part des bénéfices et la reconnaissance que Joey Gallo s'estime due. En 1960, Joey Gallo n'est plus un simple soldat de la mafia new-yorkaise. Il gère des rackets et exécute des contrats pour les gros bonnets. Il a ainsi exécuté un contrat pour le parrain Joe Profaci. Mais lui et ses hommes n'ont pas touché un cent de l'argent promis en retour. Joey nourrissait une haine intense pour Joe Profaci, ce vieux mafieux dépassé. À 31 ans, Joey Gallo se bat pour s'imposer dans les rues de Brooklyn. Dans le même temps, il passe de plus en plus de temps à Manhattan avec sa nouvelle compagne, une belle brune de 28 ans, du nom de Jeffy Lee Boyd. Elle a été un temps danseuse à Vegas. Elle a fait pas mal de petits boulots. Elle fréquentait les boîtes de jazz. Elle avait un passé très bohème. Jeffy vit à Greenwich Village. Elle fait découvrir à Joey un autre aspect de New York. C'est là que la contre-culture des années 60 commence à émerger. Aux côtés des rebelles et autres marginaux autoproclamés, Joey se sent à l'aise. Le truand de Red Hook commence alors à fréquenter les beatniks, à lire Nietzsche et citer Jean-Paul Sartre. Joey adhérait aussi au message du village. L'establishment veut nous asservir. Pour Joey à l'époque, l'establishment, c'était la mafia. En février 1961, Joey Gallo met ses idées anti-establishment en pratique. Les Gallo lancent leur révolte contre Joe Profaci d'une façon pour le moins singulière. Crazy Joe ne portait pas ce surnom pour rien. Et il a décidé de mettre un terme à ce conflit de façon radicale. Et cette solution, c'était de kidnapper Joe Profaci et de menacer de le tuer si son clan ne lui remettait pas $100 000 en liquide. Cette méthode choque, y compris parmi les comparses les plus endurcis de Gallo. On ne séquestre pas un parrain de la mafia, ce qu'était Profaci, en échange d'une rançon. Ça ne se fait pas. Profaci n'est pas le seul visé par ce kidnapping. Ils ont envoyé des limousines dans tout Brooklyn Sud pour récupérer le parrain et son frère. C'était les numéros 1 et 2 du clan Profaci. Mais les choses ne se déroulent pas comme prévu. Les Gallo enlèvent effectivement les 4 meilleurs sbires de Profaci, parmi lesquels son frère, avant de les détenir dans des hôtels de Manhattan sous bonne garde. Mais ils n'ont pas Profaci lui-même. Quand la limousine est arrivée pour prendre le parrain, il n'y avait personne. Il était introuvable. C'était une catastrophe. La moindre des choses quand on veut se rebeller contre le parrain, eh bien c'est de s'en prendre directement au parrain. Prévenu de ce qui se tramait, le parrain s'est fait admettre dans un hôpital de Floride pour sa sécurité. Sans le parrain, Joey veut faire monter les enchères. Il menace de tuer un des otages pour montrer qui a le pouvoir, avant de réclamer $100 000 à Profaci contre la libération des autres. Larry Gallo en dissuade son frère. Joe Profaci accepte de discuter d'une éventuelle augmentation des profits des Gallo sur le commerce de la mafia. En échange, les frères Gallo relâchent les captifs. Joey profite de la trêve. Le 6 avril 1961, il épouse Jeffy Lee Boyd lors d'une cérémonie toute simple à l'hôtel de ville. Il est alors âgé de 32 ans. Le couple s'installe dans un appartement de Greenwich Village. Il occupait un appartement de la 8e rue avec sa femme Jeffy. Cet appartement regorgeait de livres et de disques. Quand Joey n'y était pas, il descendait dans une librairie de la 8e, repère de tous les gens de lettres de l'époque. Pour Joey, c'était comme un refuge. Il lisait beaucoup, il adorait Hemingway. Il se voulait raffiné, il s'exprimait bien. C'était pas la petite crapule type du milieu.
Mais le calme sera de courte durée dans la vie de Joey. Profaci n'a aucune intention d'honorer la parole donnée au galop. Il veut se venger. À la mi-août 1961, Joseph Gioeli, dit Joe Gelly, le garde du corps des galops, se rend à Sheepshead Bay. Il part pêcher avec des amis. Gelly est monté sur ce bateau et il n'est jamais revenu. Quelques jours plus tard, une voiture s'est arrêtée dans le restaurant de famille des galops. Quelqu'un a jeté un paquet contenant les vêtements de Joe Gelly. Et parmi ces vêtements, un poisson mort. Le message est clair. Joe Gelly repose avec les poissons et c'est signé Joe Profaci. Puis, le 20 août, Profaci s'en prend au frère de Joey. Larry Gallo vient retrouver un ami au Sahara Lounge, à Flatbush, dans Brooklyn. Il n'y a personne, à l'exception du barman. Larry s'assoit au bar et aperçoit une corde se refléter dans le miroir du comptoir. Un instant plus tard, la corde enserre son cou. Larry était complètement asphyxié. Il s'est effondré au sol. Il était sur le point d'y passer quand un policier est entré. Gros coup de chance pour Larry. Ses agresseurs ont lâché la corde et se sont enfuis. Larry survit, mais il gardera une cicatrice autour du cou toute sa vie. Entre les Gallo et Profaci, la trêve est définitivement enterrée. Joey Gallo se prépare à la guerre ouverte. Et cette fois, ce n'est pas pour une plus grosse part de bénéfices que se battent les Gallo, mais pour leur vie. En septembre 1961, le mafieux new-yorkais Joey Gallo a fait sécession de la famille Profaci, où il occupait des fonctions importantes. Un kidnapping, une tentative de strangulation et un meurtre plus tard, les choses ont atteint le point de non-retour. 25 membres du gang de Joey, pour la plupart des sans grade, s'opposent à Profaci et ses quelques 200 soldats. Largement dépassés en nombre, les Gallo savent qu'ils n'ont qu'une solution, tenir un siège. Joey Gallo et ses hommes se barricadent alors dans leur quartier général de President Street à Red Hook. En fait, les frères Gallo ont préparé leur immeuble pour la guerre. C'était un bâtiment en apparence comme les autres. Mais ils ont mis du grillage derrière toutes les fenêtres pour éviter que les grenades lancées par l'ennemi ne puissent rentrer. Le clan Gallo recouvre aussi les sols de matelas. Tout le monde pense que l'expression « sortir les matelas », autrement dit « entrer en guerre », date de la création de la mafia, alors qu'en fait c'est aux frères Gallo qu'on la doit. Lors de cette guerre contre la mafia, ils dormaient tous sur des matelas, d'où l'expression. Dans cet immeuble, ils disposent également d'un impressionnant arsenal. Toutes sortes de fusils restent à portée de main, tandis que d'autres armes illégales sont cachées sous le toit et dans d'autres recoins secrets. Tant qu'ils restaient groupés, ils étaient en sécurité. Mais dès qu'ils quittaient President Street, pour aller dans un bar, par exemple, à Brooklyn, ils se faisaient descendre. L'histoire du petit poucet Gallo contre l'ogre Profaci est du pain béni pour les tabloïds et la télévision new-yorkais. Et Joey se prête volontiers au jeu. Les 5 familles n'étaient évidemment pas clientes de toute l'attention que leur valait la médiatisation des frères Gallo. Ça ne faisait que pousser encore davantage Joseph Profaci à se débarrasser d'eux. Il s'est juré qu'un jour, Joey Gallo allait payer pour tout ça. Mais Joey s'en fiche. Tandis que ses hommes dorment sur des matelas à President Street, la nuit il s'évade de cette guerre des gangs pour aller retrouver sa femme, Jeffy, à Greenwich Village. Joey n'avait pas l'intention de laisser une guerre des gangs l'empêcher de faire ce qu'il voulait. C'est une des raisons pour lesquelles on l'appelait Crazy Joe. Il s'en fichait. Il défiait tout le monde. Joey Gallo, comme la plupart des mafieux, vivait au jour le jour. C'était le genre à dire « Si je suis encore là demain, c'est tout bénef. Qui sait ce qui peut se passer ?» Mais les Gallo paient un lourd tribut à cette guerre. Fin 1961, 4 membres du clan seront tués, 3 autres blessés.
Pire, en se retranchant ainsi dans leur forteresse, ils se retirent également des affaires. Ils sont presque à sec et doivent même de l'argent à un patron de stand de hot-dog à Red Hook. En novembre de cette année-là, la chance va encore un peu plus abandonner le rebelle. C'est un certain Teddy Moss qui causera la perte de Joey. C'était un encaisseur du quartier des Fourreurs à Manhattan. En plus de cette affaire, Moss possède quelques bars. À court d'argent, Joey réclame une part du business de Moss. Joey Gallo a décidé de racketter ce type en se disant « Si je n'arrive pas à obliger ce gars à me filer son argent, je suis pas Joey Gallo. » Il a vraiment jeté son dévolu sur Teddy, qui d'ailleurs n'était pas un gros poisson. Teddy n'est peut-être pas un gros poisson, mais il n'a pas l'intention de frayer avec Crazy Joe Gallo. Il se rend immédiatement chez le procureur de Manhattan. Des policiers en couverture surprennent alors des conversations compromettantes entre Joey et Teddy dans un café de Little Italy. Joey l'avait déjà bousculé. Ça faisait aucun doute. Il l'avait frappé et aussi menacé de mort. Les autorités prennent Joey Gallo la main dans le sac. Mais comme il l'a fait précédemment au cours des auditions devant le Sénat, Joey ne desserre pas les dents lors de son procès. Il a refusé de se défendre, de dire quoi que ce soit. Peut-être qu'on lui avait conseillé de se taire. Ou peut-être était-il tellement hors de lui qu'il ne daignait pas s'abaisser à faire quoi que ce soit. Pour lui, il n'avait pas à répondre. En revanche, le jury peut clairement entendre Teddy Moss expliquer comment Joey a essayé de mettre la main sur son affaire et qu'il craignait pour sa vie. Joey a sous-estimé le pouvoir du témoin clé de l'accusation. Joey pensait que Teddy Moss ne témoignerait jamais contre lui. Il pensait que quoi qu'il fasse, la simple évocation de son nom suffirait à empêcher qui que ce soit de témoigner contre lui. Eh bien, il s'est trompé. Après seulement 3 heures de délibération, le jury déclare Joey Gallo coupable de conspiration et tentative d'extorsion. Le 21 décembre 1961, le juge le condamne à la peine maximale, à savoir de 7 à 14 ans de prison. Pourtant, Joey Gallo continue à faire des projets d'avenir. En prison, le mafioso dessine un nouvel avenir à la mafia. Il veut rajeunir le visage du crime organisé comme aucun parrain ne l'a fait auparavant. Joey ne voulait pas être comme ses anciens parrains d'un autre âge. Il a eu une illumination. Pour lui, le futur se conjuguerait avec la nation noire. En 1961, la justice a rattrapé le mafioso new-yorkais Joey Gallo. Autrefois haut gradé de la mafia, Gallo est aujourd'hui en prison pour extorsion. À Brooklyn, le clan Gallo est toujours en guerre contre les Profaci. Ses frères étaient toujours à la lutte. Et Joey, bien que coincé en prison, faisait ce qu'il pouvait pour la cause. Suite à son incarcération, Joey entame un processus d'enrichissement personnel. Épris de lecture, il peut ainsi dévorer plusieurs livres par jour, de Machiavel à Albert Camus. Au bout de 6 mois derrière les barreaux, les nouvelles de l'extérieur sont bonnes. Son ennemi juré, le parrain Joe Profaci, est mort d'un cancer. Mais le clan Gallo ne parvient toujours pas à remporter sa guerre contre la famille Profaci. En 1963, le bilan est d'ailleurs très lourd. 4 soldats des Gallo sont morts. Les raquettes ne leur rapportent plus rien, ils sont ruinés. Sans Joey, les rangs du clan Gallo se clairsèment, à tel point qu'il n'a guère les moyens de revendiquer quoi que ce soit. Puis, en 1968, Larry, le frère de Joey, meurt lui aussi du cancer à 41 ans. Le seul frère qui lui reste, Albert, n'a pas l'étoffe d'un chef. L'avenir du clan Gallo est plus sombre que jamais. Pour ne rien arranger, l'incarcération de Joey loin de sa femme Jeffy a raison de leur mariage. Il la pousse à s'en aller et le divorce est prononcé. Les temps sont durs. Mais Joey continue à se démener pour aider ses comparses de l'intérieur. Il avait des projets pour sa sortie de prison, pour faire bouger les choses et secouer le milieu. Joey comprend qu'avec cette hécatombe au sein de son clan, il va devoir innover pour regagner le pouvoir une fois dehors. Il décide alors de s'allier à une force rarement sollicitée par la mafia.
Pour lui, à l'avenir, il fallait compter avec la nation noire. Contrairement au vieux parrain, au vieux mafiosi, Joey Gallo a dit « Le monde s'ouvre et on va devoir s'adapter ». À la prison de Greenhaven, il se lie d'amitié avec la légende de Harlem, le dealer d'héroïne, Nicky Barnes. Nicky Barnes était le roi de Harlem. Il n'y avait personne au-dessus de lui, un peu comme Al Capone à Chicago. Les deux hommes se rapprochent grâce à leur lecture et en évoquant les affaires dans lesquelles ils pourraient s'associer. Quand je suis arrivé, j'avais une grosse réputation à l'extérieur. Mais j'étais ouvert à toute nouvelle perspective. Et pour moi, Joey en était une, parce qu'il était italien. Joe Gallo prend Nicky sous son aile. Quand j'étais en conversation avec Joey Gallo, je m'asseyais et je l'écoutais. Il était très intelligent. Il savait déjà ce qu'il allait faire une fois libéré. Joey sait que Nick peut lui ouvrir les portes d'une entreprise qui lui rapporterait des millions. Le trafic d'héroïne à Harlem. Il a été très inspiré de s'associer avec Nicky Barnes. En bon gangster, Joey savait que Harlem était une énorme source de revenus potentiels. La mafia italienne a toujours eu la main mise sur l'importation d'héroïne à New York, et les gangs noirs gagnent leur vie en la revendant dans la rue. Le fait de proposer un partenariat avec quelqu'un comme Nicky Barnes était quelque chose d'inédit pour un membre de la mafia à l'époque. En général, elle laissait les dealers noirs se salir les mains. Elle les laissait dealer dans la rue, mais jamais elle ne leur avait proposé de s'associer avec elle. Tandis que Joey se forge une réputation derrière les barreaux, le nouveau parrain de la famille Profaci, Joe Colombo, commence à se faire connaître grâce à une entreprise en apparence légale. Colombo prétend avoir fondé la Ligue des droits civiques italo-américaine pour défendre les droits des Italo-américains et lutter contre toute forme de discrimination. La Ligue italo-américaine des droits civiques protestait contre le New York Times qui utilisait le terme mafia dans certains articles. Ce qui est cocasse, car la Ligue en question était dirigée par Joe Colombo, parrain de la mafia. Tandis que l'association de Colombo prétend lutter contre les préjugés, elle sert en fait de façade à une nouvelle affaire de racket. Les donations que recevait la Ligue italo-américaine des droits civiques allaient directement dans la poche de la mafia, un peu comme dans un système de jeu truqué. Pour augmenter ses gains, Colombo demande également à ses hommes de bousculer les commerçants d'origine italienne pour les forcer à adhérer à la Ligue. Si les commerçants ne mettaient pas la cocarde de la Ligue italo-américaine des droits civiques dans leur vitrine, leur devanture était saccagée. En un an, la Ligue italo-américaine de Joe Colombo engrange plus d'1 million de dollars de dons. À la Ligue italo-américaine des droits civiques, nous construisons un avenir meilleur. La Ligue remporte quelques victoires. Elle parvient à convaincre les producteurs du film emblématique Le Parrain de ne pas faire mention des mots « mafia » et « Cosa Nostra » dans leur film à succès. Malgré cela, la réussite de Colombo à la tête de l'ancien clan Profaci n'est pas du tout du goût de Joey Gallo. Gallo n'avait aucun respect pour Joe Colombo. Au moment de l'incarcération de Joey, Colombo était à la tête d'un petit réseau de jeux de dés sur la jetée. Et de voir ce type à la tête de la famille, ça le choquait. Et il n'est pas le seul. Les campagnes médiatiques de Colombo déplaisent aux parrains des autres familles du crime new-yorkaise. Joe Colombo attirait une attention indésirable de la part des médias. C'était une organisation secrète. La presse ne devait pas s'en mêler. En mars 1971, après 10 ans de prison, Joey Gallo, 41 ans, est libre. Il retourne vivre à New York et se remarie avec son ex-femme, Jeffy. Il déclare à ses amis vouloir consacrer son temps à la lecture, à sa collection de disques et peut-être même à l'écriture. Le bruit a couru qu'il allait se ranger, mais il était inconcevable qu'il arrête ses activités criminelles. Sa nouvelle lune de miel avec Jeffy ne durera pas un an. Pendant ce temps, il reprend le contrôle des rackets de President Street. Il enrôle alors des Afro-Américains aux côtés des survivants de sa première équipe. En mai, le clan compte près de 50 membres. Joey commence alors à mettre la main sur les rackets de Colombo du front de mer de Brooklyn. Au vu du succès de Colombo quand il était lui-même en prison, Joey est bien décidé à remettre les compteurs à zéro.
Joey était vraiment très contrarié que ce Joe Colombo ait pris les rênes. Il tenait à faire savoir qu'il était de retour et que les choses allaient changer. Joey va directement voir Colombo pour lui réclamer 100 000 $, une somme qu'il estime lui revenir de droit depuis bien longtemps pour son investissement financier auprès de la famille depuis toutes ces années. Colombo refuse, mais lui propose 1000 malheureux $ pour organiser une fête de retrouvailles. Cette offre de 1000 $ est un véritable affront de la part de Colombo. C'est un manque total de respect. Pendant plus de 10 ans, Joey a dû se contenter d'obéir d'abord à Profaci et maintenant à Colombo. Qu'importe les risques, il est désormais bien décidé à réclamer le respect qui lui est dû. Joe Profaci ou Joe Colombo, peu importe, c'était un chef. Joey ne voulait plus de patron, il voulait être le patron. Donc, quel que soit le boss, il était décidé à le déboulonner. En 1971, après 10 ans d'incarcération, Joey Gallo est libre. Mais cette liberté a un goût amer. Il n'admet pas s'être fait souffler le commandement de la famille par un certain Joe Colombo. Pire encore, Colombo refuse de partager ses dividendes. Tout en fomentant un putsch, Joey est introduit dans un nouveau cercle d'amis et découvre une nouvelle poule aux œufs d'or. Il a dit à son agent de probation, « À ma sortie, j'aimerais vraiment faire du showbiz et ramasser de l'argent. » Pendant que Joey était en prison, le livre de Mario Puzo, Le Parrain, est resté en haut de la liste des best-sellers du New York Times pendant 1 an. Le livre contient certains détails de la vie du gang Gallo. C'était des histoires que Gallo avait vécues et tout d'un coup, quelqu'un en faisait un livre qui allait donner un film. Quand Joey a vu ça, il s'est dit « Ils ont pris mon histoire, ils vont se faire de l'argent dessus, pourquoi j'en profiterai pas ?» Après sa sortie de prison, un film fondé sur l'histoire romancée du gang Gallo sort sur les écrans. The Gang That Couldn't Shoot Straight. Gallo rencontre l'acteur Jerry Orbach, qui incarne dans l'adaptation cinématographique un personnage inspiré de lui. Joey n'a pas aimé le film, mais il aimait bien Jerry Orbach, et ils ont fini par devenir amis. Il a commencé à fréquenter le grand monde et les célébrités du moment. Il est devenu Joey Gallo, la figure new-yorkaise. Il était comme un personnage de Guys and Dolls, le gentil mafieux. Mais Joey Gallo mène une double vie. Même s'il passe beaucoup de temps avec l'élite new-yorkaise, il n'en délaisse pas pour autant Red Hook et ses hommes. Il vivait un conflit intérieur. Quand il se regardait dans une glace, c'était toujours Joey Gallo qu'il voyait. Ce type qui venait de sortir de cabane, ce type qui avait tué des gens. Et tout en fréquentant le gratin new-yorkais, Joey Gallo prépare le plus gros coup de sa carrière. Il aura lieu le 28 juin 1971 à Columbus Circle, à Manhattan. Le parrain Joe Colombo s'apprête à monter sur scène lors d'un rassemblement organisé par la Ligue italo-américaine des droits civiques. Tout d'un coup, on a entendu plusieurs coups de feu. Et tous les policiers sur place ont suivi la direction des tirs. À cette hauteur, là on a entendu de nouveaux coups de feu. En fait, il s'était fait tirer dessus. À côté de lui, on a retrouvé une arme qui, comme on le découvrira plus tard, correspondait aux balles extraites du corps de Colombo. Colombo est immédiatement conduit à l'hôpital. Il est plongé dans un coma dont il ne sortira jamais. Pour la police, les médias et le milieu, l'exécution porte la signature de Joey Gallo. L'homme qui a voulu tuer Colombo est Jerome Johnson. La photo de Joey Gallo a immédiatement été diffusée à côté de la sienne dans les journaux, à cause des connexions notoires entre Gallo et Harlem. La mésentente des frères Gallo et de Joe Colombo n'était pas un secret dans le milieu. Joey dément farouchement toute implication dans ce meurtre. Mais une telle exécution publique ne signifie qu'une seule chose. En descendant Colombo comme ça, il envoyait un message clair à tout le monde. Je suis Joey Gallo et maintenant c'est moi le patron. La famille Colombo est hors d'elle. La famille Colombo et son tribunal fantoche accusent Joey Gallo. Il n'y avait pas d'ordre spécifique. C'était un contrat ouvert. Tout le monde pouvait descendre Joey Gallo et s'en trouver récompensé.
Même si sa tête est ouvertement mise à prix, Joey continue à vivre librement et fréquenter l'élite new-yorkaise. Il signe même un contrat d'édition avec la femme de Jerry Orbach, Martha. Il a commencé à fréquenter le cercle littéraire. Vous donnez une soirée littéraire? Invitez Joey Gallo. Génial! Je vais pouvoir discuter avec un vrai gangster autour de petits fours. Et Joey s'est prêté au jeu avec délectation. Il avait un contrat sur sa tête alors qu'il faisait des mondanités dans la bonne société new-yorkaise. C'est quand même fou. Il semblait avoir tous oublié que c'était un gangster et qu'il avait sûrement tué des gens. Dans le nouveau cercle d'amis de Joey, on retrouve notamment l'actrice Joan Hackett et l'auteur de théâtre Neil Simon. Joey fréquente tous les lieux à la mode de Manhattan, parmi lesquels Elaine's, dans l'Upper East Side, où les stars telles que Woody Allen et Gay Talese aiment à se retrouver. Joe rencontre alors une nouvelle jeune femme, hygiéniste dentaire, Sina Essary. Après seulement 6 mois d'une cour effrénée, Joey l'épouse. Les Orbach hébergent la cérémonie chez eux et le comédien David Steinberg est témoin du mariage. Il était prisonnier entre deux mondes. D'un côté, il y avait toujours un contrat sur sa tête, et de l'autre, il fricotait avec le monde littéraire. Il avait un contrat d'édition sur le feu, peut-être aussi un film. Il vivait dans deux mondes parallèles, qui ne se mélangeaient pas. Le 6 avril 1972, Joey fête ses 43 ans au célèbre Copacabana Club. Il s'y rend avec 5 autres personnes, parmi lesquelles sa récente épouse Sina et sa sœur Carmela. Sa présence au Copacabana Club fait jaser. Joey Gallo ne craint personne. Joey Gallo était quelqu'un de très arrogant. Il peut rien m'arriver, vous plaisantez ou quoi? Je suis Joey Gallo. 4 heures du matin, le 7 avril. Ils ont quitté le Copacabana avec une petite faim. Ils sont allés à Chinatown, mais il n'y avait rien d'ouvert. Alors ils sont allés à Little Italy. Joey et ses proches trouvent alors l'un des derniers restaurants ouverts, Umberto's Clam House. Il y avait une enseigne lumineuse. Ça leur a paru correct. Ils ont demandé à un groupe de clients qui attendaient à l'extérieur, un peu dans l'ombre, si la cuisine était bonne. Ils leur ont répondu, c'est très bon. Alors Joey est entré avec sa famille, ils se sont assis et ils ont commandé. L'ambiance est bon enfant. Tous rient, mangent et boivent gaiement. Après le plat principal, Joey en commande un autre. Avec un contrat sur sa tête, la petite fête de Joey est risquée. Pour Joey Gallo, ce dîner tardif en famille chez Umberto's était un acte d'imprudence, voire carrément suicidaire. La petite bande en est à sa 2e tournée de salade de fruits de mer quand 2 hommes surgissent dans le restaurant par la porte de service et ouvrent le feu. Tout le monde se met à couvert. D'après la légende, Joey aurait renversé la table en bois massif pour protéger sa famille. Joey se précipite vers la sortie la plus proche. Il est presque hors de portée quand un nouveau coup de feu claque et l'atteint dans le dos. Il a titubé dehors avant de tomber au coin de Hester et Mulberry. Quelques minutes plus tard, la police arrive sur place. Je me suis garé là. Il y avait beaucoup d'agitation, de gens qui criaient. Je suis allé voir si je pouvais porter assistance à qui que ce soit. Et c'est là que j'ai vu Joey Gallo. Il était étendu là, sur le trottoir. Joey était à terre. Sa femme en pleure à ses côtés. Les 2 tireurs ont sauté dans leur voiture avant de fuir à toute vitesse. C'est dans les films qu'on voit ça. Si la vie de Joey Gallo ressemble à un film hollywoodien, quelle meilleure fin que celle-là. Joey Gallo s'est toujours dit que quitte à mourir, autant mourir sous le feu des balles. J'ai l'impression que c'est la mort que Joey a recherchée toute sa vie. On ne prend pas comme modèle un type comme Tommy Udo ou d'autres gros durs du cinéma hollywoodien comme ça. On finit forcément sous le feu des balles. Je trouve que c'est la fin idéale pour Joey.